Des quotidiens, on va maintenant recevoir un médecin hors du commun. Vous allez le voir dans le film d'Emmanuel Berco, dont on a parlé avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel. Et après l'avoir vu, votre vision de la maladie et de la mort ne sera plus la même. Voici le docteur Gabriel Sarra. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir docteur Sarra, voici une partie d'équipe. On est ravis de vous rencontrer, on est ravis de vous recevoir ce soir sur le plateau de Quotidien. Vous êtes né au Liban, vous avez étudié en France, vous vous êtes installé aux États-Unis il y a 40 ans. Vous êtes hématologue, cancérologue, directeur de l'unité de chimiothérapie à l'hôpital Mount Sinai de New York et acteur donc de cinéma à l'affiche mercredi dans le film de son vivant. Catherine Deneuve et Benoît Magimel sont venus nous en parler ici même à votre place la semaine dernière. On voulait vous voir en vrai, docteur, en vrai. Voir ce docteur qu'on a trouvé exceptionnel, ce film, c'est une mise en image de votre philosophie du soin. Comment vous pourriez la résumer, cette philosophie qu'on découvre dans le film d'Emmanuel Berco? C'est un peu compliqué, mais je vais essayer d'être rapide. En gros, vous avez un malade qui va vivre quelque chose de très difficile. Nous, les médecins, nous sommes un peu les coachs, les guides qui vont le mener à bon port. Et notre travail, c'est de faire tout ce qu'il faut pour que ce voyage se passe de la meilleure façon. Que la fin soit une guérison ou bien la mort. Il faut qu'on puisse accompagner nos malades jusqu'à la fin pour que ça se passe de la meilleure façon possible. Et pour le faire, il faut d'abord une écoute du malade très profonde. Il faut avoir un culte de la vérité pour qu'il y ait une confiance totale entre le malade et le médecin et la famille. Et une empathie et un engagement avec une vision claire du but que nous avons. Et je pense que si on peut faire ça... Sans mensonge. Sans mensonge. Avec la vérité. Toujours la vérité. La vérité, c'est 100%. Si vous êtes 1% de mensonge ou pas de vérité, vous mentez. Et les malades le sentent. Les malades ne vont pas oser le dire. Et l'entourage. Bien sûr, bien sûr. Et le pire, c'est quand on dit la vérité à la famille, pas au malade. Alors ça, c'est le pire parce que ça crée un mur entre la famille et le malade et ça isole le malade. Et le malade vit toute sa vie isolé. Mais est-ce que les malades ont à 100% envie de savoir la vérité? Je pense que personne n'a envie de savoir une mauvaise nouvelle. Personne. Je suis sûr que si je demande à 100 personnes la question, peut-être une me dira je veux connaître la vérité, mais personne ne veut savoir une mauvaise nouvelle. Mais tout le monde veut comprendre ce qui se passe. Et tout le monde veut sentir qu'ils font partie de cette aventure. Si j'ai un malade, ce malade est mon partenaire dans cette aventure. On ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas une confiance totale. Et les malades sentent tout de suite si on n'est pas honnête avec eux à 100%. Et c'est beaucoup plus angoissant de sentir qu'on vous ment que de connaître la vérité. Vous comparez le cancer à un terroriste? Totalement, totalement. Et vous dites que votre métier, c'est de faire peur aux terroristes? D'ignorer la peur du terrorisme. De l'ignorer. De ne pas être terrorisé. Mon métier, c'est de ne pas être terrorisé. Tu vois, je compare souvent à un malade à New York, je compare le 11 septembre. Je dis que le 11 septembre, ces terroristes qui ont tué 3000 personnes ne connaissent pas ces gens qui sont morts. Ils s'en foutent de ceux qui sont morts. Ce qui les intéresse, c'est de terroriser ceux qui sont restés vivants. Donc le cancer est un terroriste pour celui qui est vivant, qui est le malade. Et c'est terrorisant, c'est paralysant d'avoir ce cancer. Et mon métier, c'est d'apprivoiser cette peur, d'aider le malade à la vivre et ne pas se sentir paralysé, de continuer à vivre aussi bien que possible cette vie, qu'elle soit courte ou longue, mais qu'elle soit une vie qui est vibrante et belle. Comment on dit à quelqu'un qui va mourir? Ça ne se passe pas comme ça. C'est tout un cheminement depuis le premier jour. Dans le film, si je peux me permettre, vous demandez s'il a envie de savoir. Oui, en fait, c'est savoir quelle est sa durée de vie. C'est ça qu'il a envie de savoir. La durée de vie. Hein? Oui. Les malades vous posent cette question, mais ceux qui la posent, ce sont ceux qui ont eu une écoute du médecin. J'ai entendu des gens dire on ne la posera jamais cette question. C'est pas juste. Si vous donnez l'écoute à votre malade, et si votre malade sait que vous êtes toujours honnête, à 100% transparent, ils vous la poseront à un moment donné. Parce qu'ils doivent savoir qu'est-ce qui va arriver dans leur vie. Leur famille veut le savoir. Et moi, je dis toute la vérité depuis le départ. La seule chose que je ne dis pas, sauf à la demande du malade, c'est la durée de vie. Si on me pose cette question, je réponds honnêtement. Mais c'est la seule chose que je n'impose pas à mon malade, sans sa demande. Et je dirais que la majorité des malades... Ils le demandent?
Ils le demandent à un moment donné dans ce parcours, mais ils doivent avoir une confiance aveugle en vous. Leur croire que vous êtes engagé pour eux, et ils la posent. Et c'est là où ils rangent le bureau de leur vie? Je pense que le C'est bureau vous de la- qui dites ça, Oui, de oui. ranger le bureau de sa vie. Oui. Il faut ranger le bureau de sa vie avant de partir. Oui, je pense qu'il faut ranger le bureau de sa vie déjà quand on est vivant sans maladie. Ce serait génial parce qu'on peut régler tous les problèmes et vivre le mieux possible. Mais quand on a une échéance d'une maladie, je pense que quand on range le bureau de sa vie, ça veut dire qu'on règle tous les problèmes autant qu'on peut. Ça allège la vie du malade et il peut à ce moment-là penser à une belle vie et essayer de se débarrasser des problèmes qui nous paralysent chacun. À la fois pour le malade et pour ceux la qui famille. accompagnent les malades aussi. Absolument. Eux aussi doivent ranger le bureau. Bien sûr. On dit tout le temps que les médecins doivent garder une distance avec les malades, pas vous? Non, je pense que cette notion de distance est dans l'enseignement de la médecine, que j'ai eu moi-même d'ailleurs quand j'étais étudiant. Je pense que le malade a besoin de notre empathie, de notre affection. Et je pense que quand nous nous laissons sentir les émotions de cette maladie et de notre malade, on est beaucoup plus proche que lui et on les vit beaucoup mieux. Je pense que lorsque on met ce bouclier d'émotions pour ne pas sentir cette empathie et l'émotion du malade, je pense que les médecins qui font ça, c'est la majorité d'ailleurs, je pense, parce que c'est l'enseignement qu'on nous a donné, au lieu de pouvoir exprimer nos émotions, on les garde dedans. Et puis ça explose. Quand on parle du burn-out des gens, je vois, moi souvent, je fais un peu du coaching pour mes collègues, mes soignants. Un peu, vous en faites beaucoup. On le voit dans le film. Là, on voit des images. C'est reconstitué dans le film Oui. d'Emmanuel Berco, mais là, ce sont les vraies images, c'est pas le film. Oui, ça c'est vrai. Vous faites ça une fois par mois, c'est ça? Une fois par mois. Vous réunissez les médecins, tout le personnel soignant, et puis vous discutez, et chacun déverse son sac, c'est ça? Oui. On fait ça. Pardon, je ne sais pas compris la fin de la question. Non, chacun déverse son sac, chacun se livre en fait lors de ces réunions une fois par mois. Ça donne la chance à ces soignants de pouvoir un peu vider ce poids lourd des émotions qu'ils ont vécues durant ce mois, parce que c'est des émotions très, très difficiles à porter. Vous n'allez pas les ramener à la maison et parler à votre famille de ces émotions. Et donc, ce sac de paroles leur donne la chance de pouvoir s'exprimer, vider leurs émotions. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça crée une atmosphère de famille dans l'équipe, parce qu'ils se rendent compte que chacun souffre de la même façon, chacun sent les mêmes émotions, et ils se sentent libres d'en parler sans être jugés. C'est ça qui est important. Le tango, la guitare, les chansons, tout ça a l'air anecdotique, mais vous dites pas du tout. C'est essentiel. C'est essentiel, c'est essentiel. Tant qu'on ne les a pas goûtés, on ne peut pas savoir comment ils sont délicieux. Hein? Mais le but de tout ça, c'est de rappeler à ce malade, il a un problème, mais ce n'est pas sa vie. Je ne veux pas que le cancer devienne la vie du malade. Il y a autre chose. On a notre Il y a la vie normale. danse. On s'en occupe, on s'en occupe chez le médecin, on prend les traitements, mais une fois qu'on a fini, on peut revivre et vivre aussi bien que possible. Donc, tout ce programme, en fait, kidnappe l'âme du malade de la chimio, de la salle de chimio, du travail, de la souffrance, et les fait rêver. Et ça a un impact extraordinaire sur les malades et sur les soignants. Et je rappelle, donc, vous travaillez dans un grand hôpital de New York, et en France, l'hôpital est en crise. Il manque de moyens, il manque de personnel, il manque d'ambition. On est loin de tout ce qu'on voit. Si chaque service de cancérologie appliquait votre méthode, ça coûterait beaucoup plus cher, non? Oui, ça coûte très cher, et mon programme est financé par des donateurs, la philanthropie. Ce n'est pas du tout l'hôpital qui a ça dans son budget. Moi, mon rêve, c'est que chaque hôpital crée un budget pour ce genre de programme. Et je parie que si quelqu'un de bien plus intelligent que moi dans le business fait un calcul de l'apport que ces programmes amènent aux malades, à l'hôpital, au personnel, je pense que la balance financière sera en faveur de ce programme. Et vous, votre rapport à la maladie, à la mort, est-ce que vous avez peur de la mort? Bien sûr, j'ai peur de la mort, mais je l'ai accepté. Je pense qu'en tant que médecin qui s'occupe souvent de ce sujet, il faut avoir fait un cheminement intérieur dans ma propre âme d'accepter que je suis mortel, que ça va m'arriver un jour. Si j'accepte ma propre mort, je peux gérer la mort des autres. Mais si je ne me donne pas la chance d'y penser, de l'accepter vraiment profondément, je ne peux pas m'occuper celle des autres.
Et on va terminer sur des images. Quand on tape votre nom sur Google, vous savez ce qui apparaît maintenant. Gabriel Sarra, acteur. Passer d'un service de chimio aux marches du Festival de Cannes, c'est vertigineux comme décalage. Oui, c'était extraordinaire. C'était beau. Lunettes noires comme une star de cinéma. Ça m'a amusé de les mettre. C'est pour ça que je les ai mises. En tout cas, l'expérience est dingue et puis ça nous a permis de vous découvrir. Et on a été extrêmement impressionnés par votre rôle et par votre métier. Et puis je vous remercie beaucoup d'être venu sur le plateau de Quotidien. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup et bon séjour à Paris. OK. Au revoir. Au revoir.